Bonsoir à tous. Alors, l'honneur m'a été laissé d'ouvrir les débats, et de représenter Finance Watch ce soir. Donc, je voudrais commencer par vous dire quelques mots à propos de cette organisation que j'ai rejointe pour ma part il y a bientôt 2 ans. Certains d'entre vous nous découvrent probablement ce soir et on s'en réjouit pour vous. Et pour ceux qui nous connaissent déjà, vous découvrez peut-être que Finance Watch n'est pas seulement une équipe d'anciens banquiers reconvertis et nichés dans la bulle bruxelloise, qui est une caractéristique qui a fait la crédibilité de Finance Watch, mais que c'est aussi une organisation de membres très diversifiés dans leur nature, leurs combats et leurs origines. Depuis sa création en juin 2011, Finance Watch est en effet porté par un réseau d'organisations et de personnes qualifiées qui font toute sa force et sa légitimité. Ce réseau compte aujourd'hui 41 organisations établies en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, en Belgique, dans les pays scandinaves, au total une douzaine de pays européens. Elle compte des associations de consommateurs, des syndicats, des organisations de lutte contre la pauvreté, de défense de l'environnement, de promotion d'un modèle économique alternatif, et puis 34 membres qualifiés. Dès le départ, Finance Watch a rencontré un intérêt important ici en France, et on compte parmi les membres fondateurs de Finance Watch, des organisations bien établies dans le pays. Vous voyez leur nom ici, il y a des syndicats, la CGT, la CFDT, la Fédération nationale de la finance et de la banque, et puis l'UNSA. Il y a la FIDH, pour la défense des droits de l'homme. Et puis il y a les co-organisateurs de l'événement de ce soir, le CCFD Terre Solidaire, le Secours catholique Caritas France, ATTAC et l'Institut Veblen. L'événement d'aujourd'hui est le résultat d'un travail collectif entre des représentants d'organisations, membres de Finance Watch, et des membres qualifiés. Sans vouloir présumer des résultats de notre réunion de ce soir, je peux déjà dire que cette collaboration, qui est une première pour nous, est un succès. Et elle a impliqué plus particulièrement Claude Simon, que vous venez d'entendre, Stéphanie Serve, qui est maître de conférence à l'Université de Cergy-Pontoise, Laurent Cialhomme, qui est professeur à l'Université de Paris-Nanterre, Dominique Plion, qui est professeur et membre du conseil scientifique d'ATTAC, Grégoire Gnaudet, que je ne vois pas, qui est chargé de plaidoyer finance au Secours catholique, Mathilde Dupré, chargée de plaidoyer au CCFD Terre Solidaire, Wojtek Kalinowski, co-directeur de l'Institut Veblen, sans oublier mes collègues Caroline Mess, qui a mis toute son énergie à la coordination de nos efforts, et Charlotte Geiger à la communication. Au-delà du débat de ce soir, le point commun qui lie les membres de Finance Watch est la mission que nous nous sommes assignés collectivement, remettre la finance au service de la société. Il fallait bien un réseau solide pour se lancer dans une telle aventure. Il fallait aussi un solide élan de départ. Et je dirais à ce sujet quelques mots, car cela nous ramènera aux élections européennes et au débat de ce soir. Il y a bientôt 4 ans, en juillet 2010, alors que la Commission européenne venait d'entamer un vaste programme de réglementation du secteur financier, des eurodéputés lançaient un appel pour la création d'une organisation non partisane qui serait capable d'éclairer les législateurs, le public, les organisations non gouvernementales et les représentants de la société civile sur les différents textes en débat en leur en apportant une lecture indépendante des intérêts financiers. L'enjeu était de taille. On se trouvait déjà alors près de 2 ans après l'éclatement de la crise financière et les conséquences désastreuses, révoltantes de cette crise et des sauvetages bancaires se faisaient déjà sentir sur l'économie et les finances publiques des pays européens. Des conséquences qui n'ont fait que s'aggraver depuis. Dans le même temps, les principaux acteurs de la finance, en première ligne les grandes banques, déployaient des moyens colossaux pour éviter que le nouveau cadre réglementaire ne vienne gréver leurs intérêts. L'appel de juillet 2010 donc, a été lancé sous le titre « Call for a Finance Watch ». Il a connu un grand retentissement à Bruxelles et un peu partout en Europe. Et dans les 5 mois qui ont suivi, près de 200 représentants élus et personnalités politiques de tous bords émanant de nombreux pays de l'Union européenne l'ont signé, démontrant l'urgence de la création d'une organisation capable de défendre l'intérêt général dans le débat sur la réglementation financière et d'apporter une contre-expertise à celle omniprésente du lobby financier. En décembre 2010, certains des députés à l'origine de l'appel décident de financer une mission de 6 mois.
Cette mission, qui a été menée par le fondateur et le premier secrétaire général de Finance Watch, Thierry Philippona, sera couronnée de succès avec la tenue de la première assemblée générale de l'association à Bruxelles le 30 juin 2011. Nous nous trouvons donc aujourd'hui près de 3 ans après la création de Finance Watch. Ou faut-il dire seulement 3 ans après ? Car malgré des annonces politiques au lendemain de la crise, vous en avez vu des extraits dans la petite vidéo qui vous a été montrée, malgré la mobilisation des ressources publiques considérables pour éviter l'écroulement du système financier et pour tenter de le réformer, malgré l'expertise et l'énergie déployées par différentes organisations de la société civile sur le sujet de la réforme financière, et en premier lieu Finance Watch et ses membres, l'essentiel, selon nous, reste à faire. La tâche nécessite non seulement une solide volonté politique dans la durée, mais également un changement du rapport de force entre intérêt général et intérêt privé. J'aimerais déjà citer 2 chiffres, et on reviendra sur ce sujet par après. Ils proviennent d'une étude toute récente publiée par Corporate Europe Observatory. Il y a 120 millions d'euros qui sont dépensés chaque année en lobbying pour défendre les intérêts de l'industrie financière. C'est 30 fois le montant dépensé pour travailler sur ce sujet par les ONG, les syndicats et les associations de consommateurs réunis. 30 fois plus. Ce lobbying est puissant, il est multiple. Il n'agit pas seulement directement auprès des régulateurs. On retrouve ces messages et la manifestation de ces intérêts à tous les niveaux, européens et national, dans les médias, dans les débats publics, les conférences, dans les études et les rapports d'experts publiés ici et là, dans l'enseignement. Et il contribue ainsi à influencer l'opinion publique et le processus démocratique par lequel sont écrites les lois. Plus fondamentalement, le changement du rapport de force doit donc conduire à une remise en question du paradigme dans lequel nous sommes toujours pris. Et c'est quelque chose qui est difficile à croire quand on considère l'ampleur du désastre causé par la crise financière, mais l'idée selon laquelle les marchés financiers sont efficients par nature et qu'il ne faut pas contraindre leur capacité à innover n'est pas morte. Pas de miracle donc, 3 ans ne sauraient suffire et nos efforts individuels et collectifs doivent être poursuivis. Toutefois, par rapport à l'immédiate après-crise où la réforme du secteur bancaire et financier était une évidence, le contexte a changé dans une certaine mesure. À Bruxelles comme dans les États membres, au fur et à mesure que la crise économique empirait et que les textes législatifs s'empilaient, le discours selon lequel trop de réglementation risquait de tuer toute chance de relance gagnait du terrain pour finalement dominer les débats. Il est devenu de plus en plus difficile de faire entendre la voix selon laquelle, en matière de réglementation financière, un travail législatif de fond doit être poursuivi. L'urgence s'est déplacée, légitimement, vers les conséquences de la crise financière, la misère sociale, l'emploi, la relance. Pour autant, Finance Watch et ses membres, ainsi que de nombreux experts, des organisations diverses, des chercheurs, sont convaincus de l'urgence de remettre la réglementation financière sur la table. Et c'est là que j'en reviens au débat de ce soir et au rôle crucial que le Parlement européen et chacun de ses membres a à jouer dans le processus, comme l'a été démontré à plusieurs reprises lors du mandat écoulé. De manière générale, et si on caricature légèrement, la Commission européenne propose, le Parlement européen amende et améliore du point de vue de l'intérêt général, et le Conseil européen, constitué pour les sujets qui nous occupent des ministres des Finances des États membres, se bat pour la défense des intérêts des industries nationales. Les trilogues qui terminent les processus législatifs européens donnent souvent lieu à des négociations très difficiles entre Parlement et Conseil, et les eurodéputés qui sont présents ici pourront sûrement en attester, avec heureusement quelques victoires dans le chef du Parlement européen. Je ne citerai que quelques exemples à titre illustratif. Lors de la négociation du Fonds de résolution européen, où le Parlement européen a finalement obtenu que le délai de constitution du fonds, qui était prévu à 10 ans, soit réduit de plusieurs années. Sur des sujets de protection des consommateurs, après une bataille féroce, le Parlement a obtenu la création d'un message d'avertissement spécifique qui figurera visiblement sur la documentation des produits financiers, particulièrement difficile à comprendre. Dernier exemple, lors de la négociation de la directive sur les marchés financiers, où le Parlement a fait progresser le dossier de la spéculation sur les matières premières agricoles, ainsi que sur le trading à haute fréquence. Il y a d'autres exemples. Ce qu'il montre, c'est que faire avancer les législations européennes nécessite un Parlement fort, légitime et engagé dans le processus de réforme.
car plus le Parlement sera soutenu dans son travail de réforme du secteur financier, plus il pèsera de son poids dans le processus législatif européen. Alors, quelle est selon nous la tâche des prochains eurodéputés en matière de réglementation financière ? Que reste-t-il à faire et quelles sont les urgences dont nous parlons ? Il n'est pas possible d'être exhaustif tant le sujet est large. Nous avons donc choisi de concentrer les débats de ce soir sur 2 sujets qui sont pour nous parmi les plus importants. Le premier, c'est celui des banques trop grandes pour faire faillite, les fameuses too big to fail. Finance Watch est loin d'être seul à démontrer le risque posé par ces institutions. De nombreux experts indépendants au sein d'institutions internationales telles que la BRI, l'OCDE et d'autres partagent cette analyse. Ce sujet sera l'objet du premier débat qui sera introduit et animé par Laurence Cialhomme et Dominique Clion. Il y a également le sujet de la représentation citoyenne dans le processus législatif, j'en ai déjà touché un mot. Ce débat sera introduit et animé par Mathilde Dupré et par Wojtek Kalinowski. Ce seront donc nos 2 premiers débats. Nous demanderons aux candidats, sur chacun de ces sujets, de bien vouloir s'exprimer de la manière la plus concise possible, vu la contrainte de temps, sur ces sujets, de nous expliquer ce qu'ils comptent faire en la matière s'ils sont élus au Parlement européen. Avant de présenter nos invités, encore quelques mots de remerciement. D'abord à l'attention de l'ESCP, qui nous accueille gracieusement ce soir, à l'attention du collectif Roosevelt aussi, qui a contribué ensemble avec les membres de Finance Watch à la promotion de l'événement, et enfin à l'attention de nos partenaires médias, Alternative économique, Mediapart et Les Échos, dont les journalistes animeront la 3e partie de cette soirée sous les auspices de François Soulage, président du Secours catholique Caritas France. J'en profite pour mentionner que vous pourrez, tout au long des 2 premiers débats, soumettre des questions. Nous ne prendrons que des questions écrites. Ça nous a paru essentiel et c'est confirmé vu le nombre que nous sommes ce soir. Il y a un papier qui vous a été remis à l'entrée que vous pouvez utiliser pour soumettre vos questions écrites et des personnes circuleront régulièrement dans la salle avec un petit panneau questions écrites. Vous pourrez leur transmettre vos questions. Nous les regrouperons et les soumettrons aux candidats en 3e partie de débat. Je vais maintenant laisser la parole à nos invités. Les candidats aux élections européennes ici présents qui ont accepté notre invitation à débattre devant vous. Ensemble avec la Commission européenne et le Conseil, c'est à eux qu'appartiendra le dernier mot dans le processus législatif. Il est donc essentiel de savoir ce que chacun d'eux et chacun des groupes qu'il et elle représentent compte faire en matière de régulation financière. Nous débattrons donc ce soir avec un panel plutôt féminin pour un sujet souvent masculin. Pervenche Berès, qui est eurodéputée. Elle a présidé la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen de 2004 à 2009. Et depuis 2009, elle préside la Commission de l'emploi et des affaires sociales au Parlement européen. Elle est tête de liste du Parti socialiste en Île-de-France. Eva Joly, eurodéputée, présidente de la Commission développement et membre des commissions contrôle budgétaire et affaires économiques et monétaires. Elle est candidate aux européennes en Île-de-France, 2e sur la liste d'Europe Écologie Les Verts. Constance Le Grip, eurodéputée. Elle est vice-présidente de la Commission des affaires constitutionnelles et 4e sur la liste Île-de-France de l'UMP. Et Éric Coquerel, conseiller régional d'Île-de-France. Il est secrétaire national du Parti de gauche et candidat pour le Front de gauche, 2e sur la liste de la circonscription sud-est. Merci à tous les 4 d'avoir accepté notre invitation. Nous devions avoir une 5e candidate, Chantal Joanneau, mais qui nous a informé tout à l'heure qu'elle ne pourrait se joindre au débat. Merci donc à vous et bonne soirée et bon débat.